Afrique et Europe, deux continents avec une vision commune jusqu'en 2030. Tel est le thème de cette édition du sommet Union africaine, Union européenne et qui s'est tenu récemment à Bruxelles en Belgique. Pour parler de ce sommet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous ce soir M. Jonas Nazareth. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialisé des affaires africaines. Ravi de vous avoir parmi nous ce soir, M. Nazareth. Merci. Et justement, on commence avec le thème de cette édition du sommet Union africaine, Union européenne. Il s'agit de la 6e édition de ce rassemblement. Et pour cette édition, il s'agit de deux continents avec une vision commune 2030. Donc, je ne sais pas si c'est la première fois ou non qu'on parle d'une vision commune à long terme, si l'on peut dire. Oui, bien sûr. Cet sommet, il vient déjà depuis 5 années qui est en train de préparer cet sommet pour améliorer les conditions techno-professionnelles africaines pour relancer l'économie africaine. Donc, c'est la COVID-19 est venue et a créé, interrompu cette préparation pour permettre que les présidents africains voyagent en Europe avec ses homologues de l'Union européenne, mettre en débat, soit actualiser leur agenda à propos du continent africain. Pour cela, nous savons que l'Europe avait colonisé l'Afrique depuis longtemps. Et cela a laissé des traces qui fait que l'Europe ne peut pas jamais oublier l'Afrique. Par contre, l'Afrique, malgré leur indépendance, ils traînent toujours dans les difficultés de relancer leur économie à propos de certaines instabilités menées par les coups d'État, parfois l'instabilité dans leur pays, le terrorisme, et tout cela, ça ralentit leur intention d'améliorer le continent africain. Je dis même surtout la démocratie dans les continents africains est toujours un échec vu qu'elle n'est pas encore très fiable, qui permettent des transitions, l'opposition pour gérer leur pays et par cela approfondir les relations diplomatiques et partenariats avec d'autres continents. L'Europe est toujours présente. Il connaît la faiblesse des continents africains et essaie toujours de pousser l'Afrique vers le développement, mais nous savons que c'est une chose très difficile vu que souvent il y a des dérapages, comme par exemple récemment l'Union africaine a suspendu 3 pays à cause des coups d'État. Donc en même le Mali a demandé à la France de quitter leur pays, tandis que la France et d'autres pays européens ils étaient au Mali pour créer une stabilité, de combattre les djihadistes vers le Sahel dans une région très sensible et permettre que le Mali ne soit pas touché par l'instabilité à cause du terrorisme. Donc il y a un coup d'État, la junte militaire a entendu que la France doit quitter, mais nous savons déjà que la faiblesse de l'Afrique, c'est toujours la stabilité, c'est toujours le combat au terrorisme. Il faut toujours l'armée qui vient dehors, qui arrive à soutenir et à créer cette stabilité qui, dans ces cas-là, ça va aussi reculer tous les efforts depuis, disons, 10 années que les Français et d'autres partenariats ils sont là pour
empêcher que les djihadistes ils créent là-bas leur poste principal. Donc, comme nous voyons, l'Afrique est toujours avec un impasse. On essaie d'avancer, mais tout à coup, il y a quelqu'un qui fait un effort pour revenir en arrière. Cela, ça va retarder aussi toutes les forces que le gouvernement qui était déposé, essayer de faire pour avancer leur démocratie, leur économie. C'est pareil à Guinée-Conakry, c'est pareil au Burkina Faso, toujours dans le même sens qu'il y a un coup d'État mal expliqué, mal compris, les choses ils vont comme ça au ralenti. Je vais essayer aussi de dire que c'est par cela que les régions que l'Afrique essaie de créer pour préparer cette région avec un libre-échange commercial est toujours un échec. Nous avons le COMESA, la CAE, le CEAC, la CEDEAO et la SADC, ils n'ont pas encore réussi de faire marcher ces projets à 100% à cause de cette impasse que l'Afrique toujours vit et ça va durer quelques Très temps bien. encore. Donc, vous dites que voilà, l'Afrique est plus ou moins dans l'impasse à cause de la situation sécuritaire, si l'on peut dire, dans certains pays. Quand on parle du développement, on insiste à chaque occasion qu'il n'y a pas de développement sans stabilité. Est-ce que voilà, cette stabilité qui est peut-être absente dans certains pays peut entraver le processus de développement dans le continent en général? Je vais revenir à vous, Monsieur Jonas Nazareth, mais à présent, nous avons avec nous en ligne, en direct, Dr Hani Abdelaziz. Bonsoir, Dr Hani Abdelaziz. Vous êtes ex-secrétaire général adjoint des Nations Unies. Bonsoir. Bonsoir, madame. Donc, on parle de ce sommet Union africaine-Union européenne. Une vision très claire pour 2030 apparemment. Certainement, on connaît bien que l'Union européenne est l'un des partenaires les plus éminents de l'Afrique, ou avec lesquels l'Afrique souhaite encore renforcer davantage ses liens et sa coopération, que ce soit en matière de développement ou en matière de maintien de la paix. Quel regard vous portez sur cette édition du sommet Union africaine-Union européenne? Oui. Je n'ai pas très bien suivi vos dernières phrases, s'il vous plaît. Voulez-vous que je répète, Dr Hani Abdelaziz? Oui, les dernières phrases seulement. Le son n'était pas très bon. Voilà, on parle en fait de ce sommet Union africaine-Union européenne qui s'est tenu récemment à Bruxelles, en Belgique. Le président Abdel Fattah el-Sisi a participé à ce sommet. C'était l'occasion de parler de dossiers qui préoccupent l'Afrique, surtout en matière de développement. À quel point, justement, est-ce que l'Union européenne et l'Union africaine puissent justement renforcer leur coopération pour faire venir au développement de l'Afrique et maintenir la stabilité? Oui, j'ai bien saisi. Je vous remercie d'abord pour votre introduction qui vient à point. Je pense que ce sommet qui vient de se terminer, je pense hier ou avant-hier, est d'une extrême importance sur le plan de la ruée mondiale vers l'Afrique. L'année dernière, il y a eu un sommet Chine-Afrique. L'année précédente, il y a eu à Sochi, en Russie, un sommet Russie-Afrique. Et nous voilà aussi pour le 1e sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine. Il y a eu auparavant aussi des sommets France-Afrique. Donc cela souligne tout de même l'importance que revêt de plus en plus le continent, notre continent, et la participation du président, du chef de l'État égyptien Sisi est d'une grande importance parce qu'elle s'inscrit dans la ligne droite des efforts égyptiens de transmettre les messages de l'Afrique aux pays occidentaux et aux donateurs. Donc le sommet vient à un moment opportun, mais tout de même dans un contexte de compétition. Un des objectifs de ce sommet a été très clair, c'est replacer
les pays de l'Europe occidentale sur la scène africaine. Et c'est ici que je me pose une question. Pas simplement quel pays, mais quelle Europe? Est-ce que c'est l'Europe des multinationales qui ne font qu'utiliser les ressources naturelles et humaines de l'Afrique depuis plus d'un siècle et plus, ou bien c'est une nouvelle vision de la coopération entre l'Union européenne et l'Afrique. Le précédent Talid, président exercice de l'Union africaine, a fait une déclaration qui me paraît très très importante. D'abord parce que c'est un ami de l'Égypte et de la France, donc un ami commun, et il a parlé très clairement que l'aide au développement, l'aide publique au développement, c'est-à-dire l'aide qui vient des États au développement de l'Afrique, ne sera pas suffisante pour combler les besoins immédiats de l'Afrique en la matière. Il a donc suggéré ce qu'il appelle un financement mixte des entreprises européennes et de gouvernements dans les efforts du continent pour le développement. Et c'est là où je répète ma question, quelle Europe? Est-ce que l'Europe unité nationale ou une Europe qui serait dirigée beaucoup plus vers un commerce équitable et un développement durable? C'est là les besoins réels de notre continent. Un développement durable et un commerce équitable. Il est impensable, par exemple, que le monopole d'une matière, d'un produit comme la banane, entre l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique latine, soit contrôlé par une seule entreprise mondiale internationale, et le pauvre paysan de ces deux régions n'en profite pratiquement pas. Et donc il y a à revoir le principe essentiel qui gouverne les relations dans ce domaine de compétition où l'Afrique peut en tirer un avantage particulier. C'est dans l'intérêt de l'Afrique et il est probablement dans l'intérêt de l'Union européenne de contrôler beaucoup plus l'activité des multinationales qui sévissent sur le continent en exploitant leurs ressources depuis, je dis, plus d'un siècle et peut-être, oui, plus d'un siècle. Voilà mon opinion un peu sincère, un peu directe, non, très sincère, mais un peu directe, il est vrai, mais que je pense être bien placée. Tout à fait. Là c'est un souci très intéressant, justement, quel rapport actuel entre l'Union africaine, entre les pays africains et l'Occident en général, et quelle stratégie à mettre en place de coopération, justement une stratégie plus équitable pour les deux parties. Je ne maîtrise pas la situation économique de chaque pays africain, oui. Parce que vous savez, l'Afrique tout de même, elle est formée de grandes régions dont les intérêts peuvent être divers, mais le principe d'un développement durable et réel qui profite à la population, je souligne cela, et un commerce équitable. Il est impensable, je répète par exemple, qu'un produit quelconque soit payé quelques centimes lorsqu'il est revendu à des dizaines et des centaines d'euros. Ce n'est pas possible. Oui. Il faut cesser l'exploitation du continent et il faut jouer cette compétition en faveur du continent. L'objectif déclaré, ce n'est pas un secret, c'est un secret polichinelle, qu'un des objectifs du sommet, c'est de replacer l'Europe sur le continent. Ben, très bien, je veux bien, mais que ça soit aussi de manière que tout le monde en profite, que ça soit ce qu'on appelle un win-win, un gagnant-gagnant. Tout à fait. Docteur Ali Abdelaziz, certainement l'Europe, l'Occident en général est conscient de ces soucis, de ces inégalités, de la stratégie mise en place depuis de très très longues années. Est-ce qu'on est au moins sur le bon chemin? Je pense que c'est un bon chemin que nous explorons. C'est un sommet pas comme les autres, il faut le reconnaître. C'est-à-dire ce n'est pas un sommet qui s'est limité à des déclarations des grands chefs d'État, dont le président Sisi, dont le président Saleh, le président rwandais Kagame, oui. et bien d'autres. Non, c'est un sommet qui s'est formé autour de sortes de tables rondes sur des sujets et des thèmes très précis, comme celui de la sécurité, comme celui du développement, comme celui des technologies nouvelles et de l'environnement. Donc il y a eu des sujets concrets dans des cercles un peu plus restreints
ne se limitant pas à des déclarations tonitruantes qui, en fin de compte, n'ont pas été toujours suivies d'effets réels sur le terrain. Donc il y a un renouveau, je pense, dans la vision, mais je m'attends à voir les résultats concrets le plus rapidement possible. Le continent en a besoin et l'Europe aussi en a besoin. Parfait. Merci beaucoup à vous, Dr Hani Abdelaziz. Vous êtes ex-secrétaire général adjoint aux Nations Unies. Merci beaucoup de vos précisions. Et là, madame, monsieur, on enchaîne avec ce commentaire sur ce sommet. Je vous rappelle que le sommet Union européenne-Union africaine à Bruxelles a pris fin vendredi 18 février courant. Les chefs d'État ont échangé pendant 2 jours sur les thématiques diverses ou des thématiques diverses telles que la sécurité, le changement climatique ou encore la santé et la gouvernance. Tout de suite les détails. Adopter une déclaration sur une vision conjointe pour 2030. Tel est l'objectif que s'est donné le 6e sommet Union européenne-Afrique qui s'est tenu jeudi 17 et vendredi 18 février à Bruxelles. Une réunion entre les 27 et l'Union africaine pour réinventer une relation et affronter des défis communs quelques heures après l'officialisation par la France et ses alliés de leur retrait militaire du Mali. L'Union européenne et l'Union africaine ont scellé vendredi 18 février à Bruxelles un partenariat rénové avec notamment le lancement d'une stratégie européenne d'investissement de 150 milliards d'euros et une aide accrue pour produire des vaccins anti-Covid en Afrique. Les Européens ouvrent également la voie à une réallocation accrue en faveur des Africains des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international destinés aux pays riches mais sans engagement ferme, selon la déclaration commune adoptée lors du 6e sommet des 2 organisations. Selon la formule du Sénégalais Macky Sall, président de l'Union africaine, notre vision commune a pour objectif de consolider un partenariat renouvelé pour la solidarité, la sécurité, la paix, le développement économique durable, ont plaidé les dirigeants africains et européens réunis pour réinventer leurs relations et installer un nouveau logiciel. La réunion a été l'occasion pour les 27 de lancer une stratégie globale d'investissement dotée d'au moins 150 milliards d'euros sur 7 ans pour aider des projets voulus et portés par les Africains, avec une priorité aux infrastructures de transport, réseaux numériques et énergie. Le tout en garantissant une gouvernance responsable, transparente, inclusive selon la déclaration. Parallèlement, des programmes financiers spécifiques soutiendront des projets dans la santé et l'éducation. Les Européens qui promettent d'avoir fourni à l'été un total cumulé d'au moins 450 millions de doses de vaccins anti-Covid aux Africains se sont également engagés à aider des pays africains à produire sur leur sol des vaccins à ARN messager, un programme dévoilé vendredi par l'Organisation mondiale de la santé. L'Union européenne mobilisera également 425 millions d'euros pour accélérer les campagnes de vaccination en soutenant la distribution des doses et la formation des équipes médicales. En revanche, préconisant un transfert encadré de technologie, les dirigeants de l'Union européenne ont rappelé leur opposition à une levée des brevets des vaccins, âprement réclamée par leur homologue africain, en particulier le président sud-africain Cyril Ramaphosa. La déclaration finale appelle par ailleurs à des contributions volontaires et ambitieuses des pays riches qui peuvent redistribuer aux Africains leurs droits de tirage spéciaux. Titres convertibles créés par le Fonds monétaire international et alloués à ses États membres qui peuvent les dépenser sans s'endetter. Jusqu'ici, les Européens ont collectivement réalloué à l'Afrique 13 milliards de dollars de leurs droits de tirage spéciaux, sur 55 milliards réalloués par les pays riches. Au niveau mondial, un niveau très en deçà de l'objectif des 100 milliards réclamés par l'Union africaine. Et alors que coups d'État et terrorisme alimentent l'instabilité en Afrique et au lendemain de l'annonce par Paris et ses alliés de leur retrait du Mali, l'Union européenne s'est également engagée à aider les missions et opérations de paix menées par les forces africaines en les formant et en renforçant leurs équipements et capacités. Monsieur Jonas Nazareth, tout à l'heure, vous parlez justement du rapport entre le développement et l'instabilité actuelle dans certains pays africains. Est-ce que ça vous rassure un petit peu, justement, cette annonce faite par l'Union européenne à la fin de ce sommet où, justement,
avant la fin des travaux, l'Union européenne s'est engagée à aider en fait les missions et opérations de paix menées par les forces africaines en les formant et en renforçant leurs équipements et capacités. Est-ce que ça rassure un petit peu? Oui, bien sûr. L'Afrique a des gros problèmes et par contre l'Europe est obligée à veiller pour l'Afrique parce que les conséquences souvent arrivent aussi en Europe. Donc, dans une façon de prévention, l'Europe essaie de résoudre les cas ici sur le terrain pour empêcher que les conséquences atingent aussi leur continent. Donc, ces problèmes-là sont toujours flexibles à résoudre. Et c'est que les Européens, ils ont compris, il faut doter les capacités militaires et techniques à l'armée africaine de façon à résoudre eux-mêmes certains problèmes qui grasent le continent, tels comme le terrorisme et le djihadisme qui est un peu caché parmi la population. Donc il faut avoir une armée capable et des renseignements aussi habiles pour détecter cette gène de djihadisme qui est dispersé parmi l'Afrique après le grand effort que l'OTAN et les États-Unis ont fait pour renverser les forces de djihadisme qui étaient en Irak. Donc, quelques-uns ils sont rentrés en Afrique. Il faut prendre en garde ces dispositifs de terrorisme qui rentraient en Afrique, et un continent déjà faible, un continent avec beaucoup de difficultés, y compris le terrorisme, ça aide trop déjà. Voilà, on parle des pays qui étaient des ex-colonies européennes, voilà, et certainement une nécessité de revoir cette politique. Certainement la colonisation a pris fin depuis de très très longues années, mais les effets peut-être subsistent encore, et l'Afrique a besoin vraiment d'aide. Et là, dans ce contexte, il faut bien rappeler que l'Union européenne et l'Union africaine ont scellé le vendredi dernier, le 18 février, à Bruxelles, ce partenariat rénové. Il s'agit surtout du lancement d'une stratégie européenne d'investissement de 150 milliards d'euros et une aide accrue pour produire des vaccins anti-Covid en Afrique. On parle aujourd'hui de 150 milliards d'euros consacrés à l'Afrique. Dans quel sens? Quels sont justement ces domaines d'investissement et qui vont profiter à quelle population en particulier? Ce que j'ai entendu sur ce sujet-là, c'est aussi doter les infrastructures des pays africains pour permettre d'avancer leur industrie, la santé aussi, l'éducation, y compris la santé. Donc, il y a déjà un plan stratégique que les Européens ont, et l'argent il sera donné jusqu'en 2030, donc dans des situations ponctuelles qu'il faut investir. Donc, comme je disais, les infrastructures, l'Afrique est toujours en retard dans ce sens-là. Il faut moderniser les infrastructures, de permettre une industrie capable de compétir avec les autres continents. Ce n'est pas le cas. Nous savons que l'Afrique est riche en matières premières, mais il n'est pas capable de la transformer. Donc, les potences, les pays industrialisés, ils profitent de cette faiblesse de notre continent. Ils font un commerce parfois, comme on dit, pas équitable. Donc, c'est aussi un dossier qu'il faut revoir. Il faut faire le commerce gagnant-gagnant au lieu avec des profits qui attirent l'Afrique toujours dans la mendicité. Donc,
Cette fois ici, le 6e sommet, les Africains, peut-être semble-t-il qu'ils ont appris beaucoup de leçons dans le passé. Ils étaient allés avec beaucoup de sujets qu'ils ont posés sur la table pour négocier d'une façon meilleure qu'auparavant. D'où vient en fait la nécessité du transfert justement de la technologie, du savoir-faire, l'importance de la formation sur place des Africains, parce que aussi quand on parle, peut-être on ne parle plus de l'immigration clandestine comme avant, mais elle existe encore et on a bel et bien parlé de la formation des Africains sur place, justement pour favoriser le développement de ces populations. Justement, pour rappel, on parle de ce sommet, mais on parle surtout de deux continents, de deux peuples. L'Union européenne et l'Afrique sont voisines, ce qui en fait des partenaires naturels. Ils ont une mer en commun, et bien qu'ils vivent sur deux continents différents, leurs peuples partagent une même vision, celle d'une Europe et d'une Afrique plus prospère, certainement, plus stable et plus ouverte. Et ils ont aussi la volonté commune d'œuvrer conjointement à la concrétisation de cette vision dans un monde de plus en plus interdépendant et en mutation certainement rapide. Les destinées de l'Europe et de l'Afrique sont étroitement liées. Depuis les menaces qui pèsent sur la paix, la démocratie et la prospérité économique jusqu'à la lutte contre la pauvreté et le changement climatique, ce qui concerne l'Afrique concerne l'Europe et inversement certainement. Depuis leur premier sommet au Caire en 2000, les deux continents ont parcouru un chemin considérable. L'Afrique connaît ces dernières années une croissance économique impressionnante et c'est aussi le continent où vit la population la plus jeune du monde. Population qui, selon les estimations, devrait doubler pour atteindre en 2050 2 milliards d'habitants, dépassant ainsi la Chine ou l'Inde. Pour sa part, l'Union européenne s'est élargie, passant de 15 à 28 membres et avec l'adoption du traité de Lisbonne, une nouvelle étape dans l'approfondissement du projet européen a été franchie. En même temps, elle a dû faire face à une crise économique et financière qui l'a durement affectée. Mais si le monde, l'Europe et l'Afrique se sont considérablement transformés depuis le Caire, notre engagement à maintenir entre nos deux continents un partenariat privilégié est lui inchangé. L'Union européenne demeure le premier partenaire de l'Afrique en matière d'investissement, de commerce et d'aide au développement ou humanitaire. Depuis l'adoption de leur stratégie conjointe en 2007, ils veulent aller encore plus loin pour changer en profondeur la nature de leurs relations. L'approche traditionnelle d'une Europe distributrice d'aide dont l'Afrique bénéficierait passivement ne correspond depuis bien longtemps plus à la réalité. De part et d'autre existe un consensus profond sur la nécessité d'entretenir un partenariat stratégique entre égaux. Ils sont déterminés à poursuivre ce changement de paradigme. Le 4e sommet Union européenne-Afrique qui s'est tenu à Bruxelles les 2 et 3 avril 2014 a contribué de manière décisive à cet objectif. Sous le thème « Investir dans les populations, la prospérité et la paix », ils ont identifié les meilleures façons de renforcer les liens qui les unissent. Ils veulent consolider leurs échanges économiques et commerciaux pour stimuler une croissance inclusive et durable, créatrice d'emplois pour leur population. Ce qui ne peut se faire qu'en assurant la paix, la sécurité, la démocratie et les droits de l'homme sur les deux continents. L'année 2017 a marqué en effet la tenue de la 5e sommet ainsi que les 10 ans de la stratégie conjointe. Les deux continents intimement liés par l'histoire et la culture partagent non seulement un présent, mais aussi un avenir commun. Leur coopération a débouché sur d'indéniables progrès ces dernières années, mais beaucoup reste encore à faire. Les deux continents poursuivent ce chemin ensemble. Voilà, si adopter une déclaration sur une vision conjointe pour 2030 était l'objectif que s'est donné cette édition du sommet Union européenne-Union africaine, il faut bien rappeler que le président Abdel Fattah el-Sisi a mis l'accent lors du sommet sur les divers sujets qui préoccupent les pays africains, notamment le renforcement des efforts internationaux pour faciliter leur intégration dans l'économie mondiale.
En outre, il s'agit de souligner la nécessité de fournir un soutien efficace à ces pays pour atteindre les objectifs de ce développement durable à l'horizon 2030. C'est ainsi, Madame, Monsieur, que prend fin cette édition de Direct. Je vous remercie infiniment, Monsieur Jonas Nazareth. Vous êtes journaliste spécialiste des affaires africaines. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Merci. Madame, Monsieur, avant de vous remercier de nous avoir suivis ce soir, je vous propose tout de suite un compte-rendu des activités du chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, au cours de la semaine qui s'est écoulée. Le président Abdel Fattah el-Sisi inaugure la 5e édition de l'exposition internationale du pétrole en Égypte, Égypte 2022. Le président Abdel Fattah el-Sisi arrive à la capitale belge Bruxelles pour participer à la 6e session du sommet de partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne. Le président el-Sisi suit la coopération avec les entreprises belges travaillant dans le domaine de la production d'hydrogène vert. Le roi de Belgique, Louis-Philippe, reçoit le président el-Sisi au Palais Royal. Le président el-Sisi se réunit avec le président du Conseil européen, Charles Michel, au siège du Conseil dans la capitale belge, Bruxelles. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'entretient avec des représentants du monde des affaires et des dirigeants de grandes entreprises en Belgique. Le président el-Sisi se réunit avec la présidente de la Commission européenne, Madame Ursula von der Leyen, au siège de l'Union européenne dans la capitale belge, Bruxelles. Le président el-Sisi tient un sommet élargi à Bruxelles avec le Premier ministre belge Alexandre De Croo. Le président el-Sisi préside la table ronde sur le changement climatique dans le cadre du 6e sommet Union européenne-Union africaine tenu dans la capitale belge Bruxelles. Le président Abdel Fattah el-Sisi assiste à une réception et à un dîner officiel en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement participant au sommet Union européenne-Union africaine tenu dans la capitale belge Bruxelles. Le président Abdel Fattah el-Sisi se réunit avec le président de la République tunisienne, Kais Saïd, dans sa résidence à la capitale belge Bruxelles. Le président el-Sisi participe à la conférence de presse organisée par l'Organisation mondiale de la santé en marge du sommet Union européenne-Union africaine tenu dans la capitale belge Bruxelles afin d'annoncer les pays africains recevant la technologie mRNA pour les vaccins. Le président el-Sisi s'entretient avec le président de la République de Chypre, Nikos Anastasiades. Le président el-Sisi se réunit avec le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed El-Manfi, dans sa résidence dans la capitale belge, Bruxelles. En marge de sa visite à Bruxelles, le président Abdel Fattah el-Sisi se réunit avec le premier ministre bulgare, M. Kirill Petkov. Le président el-Sisi s'entretient avec la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola.